Le portrait de Jean-Luc Mélenchon avec vous, Karine Bécard. Aïe, aïe, aïe. Oui, vous avez raison de dire aïe, aïe, aïe. On en parle à la fin du portrait. À première vue, Jean-Luc Mélenchon vous apparaissait comme un homme à vif, un égocentrique, au langage de plus en plus fleuri et à la paranoïa indiscutable avec presque tous les médias. Voilà comment probablement une majorité de Français vous voit. Seulement, à y regarder d'un peu plus près, vous êtes surtout un ancien trotskiste avant d'être devenu socialiste, un philosophe, ça c'est votre formation, et puis un méditerranéen, né à Tanger, déporté dans le pays de Caux. Vous avez découvert à 11 ans que les pieds noirs comme vous, on les appelait des bicots. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à 65 ans, vous êtes un peu tout cela à la fois. Un homme révolté qu'il est impossible de freiner et un passionné de politique. La politique à laquelle vous avez tout consacré. Paraît-il que vous vous souvenez mieux des dates, des congrès que les anniversaires de famille qu'il vous arrive d'oublier. Peu importe, vous avez côtoyé les plus grands noms du Parti socialiste et vous avez toujours trouvé votre place dans chaque nouvelle direction. Mitterrandien, vous avez été sous Mitterrand. Ça a été un petit peu plus compliqué avec Michel Rocard, avant de devenir emmanuéliste sous Emmanueli et jospiniste sous Lionel Jospin. Résultat, politiquement, vous avez grandi très rapidement. D'abord adjoint au maire de Massy, puis sénateur de l'Essonne à 35 ans seulement, député européen après avoir été nommé ministre. Attention, pas secrétaire d'État, ça, vous avez refusé et vous avez dû patienter 3 longues années pour devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel. Sauf qu'après tout cela, après 2002, plus rien n'est vraiment pareil. Pour le coup, jamais vous n'avez été hollandais. Et puis surtout, en 2005, le référendum vous transforme. Le référendum sur la Constitution européenne. Le PS est pour, vous, Jean-Luc Mélenchon, contre. Vous vous sentez isolé, plus proche finalement de la gauche que vous pourriez peut-être rassembler. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en Allemagne au même moment. Et Jean-Luc Mélenchon va donc s'inspirer de Die Linke pour créer le parti de gauche. Il rêve aujourd'hui d'un Podemos à la française. On n'y est pas encore tout à fait. Pourquoi, Karine ? Parce que les contextes économiques en France et en Espagne, ne sont bien sûr pas les mêmes. Mais ce n'est pas la seule explication. Si cela ne prend pas dans notre pays, malgré le bruit et la fureur que vous avez promis, Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'aux yeux des Français, que vous le vouliez ou non, vous restez un professionnel de la politique, un homme qui a passé 32 ans au Parti socialiste. Vous aurez beau agiter une 6e République, convoquer une France insoumise, bougonner, vociférer, vous aurez toujours du mal à incarner ce pour qui et ce pourquoi vous vous battez. La preuve, même si vous n'êtes pas le seul, vous n'avez toujours pas réussi à convaincre les ouvriers de revenir voter, sans compter vos excès qui finissent parfois par lasser. Une partie de la classe moyenne la plus diplômée et la plus politisée, une partie de cette classe moyenne vous a récemment abandonné. Ce qui ne veut pas dire que c'est raté pour 2017. Loin de là, surtout vu l'état du PS. La vraie difficulté pour vous, Jean-Luc Mélenchon, et forcément vous le savez, c'est votre personnalité. Elle a été essentielle pour émerger, elle vous permet aujourd'hui d'exister, mais si vous voulez continuer à avancer, à vous imposer comme le candidat de la gauche, et pas seulement comme le candidat de la gauche, il va falloir un peu gommer votre radicalité, modifier la manière dont vous vous exprimez. Ce que vous avez manifestement commencé à amorcer, reste à savoir combien de temps vous allez résister. Magnifique portrait, Jean-Luc Mélenchon. Comme tous les portraits, il est subjectif. Je veux juste plaider sur 2 points très rapidement. Le premier, c'est ma condition personnelle. Léon Blum était critique d'art. Il est devenu le secrétaire du Parti socialiste à plus de 50 ans. Il ne pouvait pas s'identifier avec ceux qu'il défendait. Jean Jaurès était professeur de philosophie. Il ne s'identifiait pas aux ouvriers de Carmaux qu'il défendait. Je crois qu'on est ce qu'on fait, et pas par une espèce de déterminisme social, ce que l'on devrait être. Si j'étais l'homme que j'aurais dû être, je ne serais rien. Petit malentendant, pied noir, dans une famille de gens très simples et humbles, j'aurais dû rester à ma place. Alors, contrairement à d'autres, c'est vrai, j'ai dû ouvrir les portes souvent à coups de pied, parce qu'elles ne s'ouvraient pas autrement. Et qu'il y a une espèce de mur de verre social qui empêche les gens de circuler et de se trouver à la place à laquelle ils ne sont pas attendus. La deuxième chose, vous avez fait mon portrait des années de militantisme socialiste. J'étais un socialiste passionné.
J'ai cru à ce parti et j'ai participé à toutes sortes de coalitions internes parce que j'étais socialiste et que c'était la règle du jeu de vivre en famille de cette façon. Mais tout au long de toutes ces années, sans jamais m'en départir, à chaque congrès, quelle qu'ait été ma situation, j'ai déposé mon texte, fait valoir mes idées. Bref, j'ai écrit un livre pour raconter tout ça. Et c'est pas pour dire Jean-Luc Mélenchon est meilleur qu'un autre, ce n'est pas le sujet. C'est quelle idée cheminer à travers un homme comme moi. Quels obstacles ces idées ont rencontrés? Pourquoi tout d'un coup elles sont devenues totalement obsolètes, répandant une espèce de sidération chez tous ceux qui les avaient? Et pour ce qui me concerne, c'est la certitude absolue que la fin de l'histoire n'est pas arrivée, qu'un monde sans pauvres est possible, et maintenant en plus que si on ne fait rien, eh bien, il n'y aura plus d'humanité du tout parce que l'écosystème sera détruit. Alors, on va en parler avec ces idées. On va en parler, monsieur Jean. Restons une seconde sur votre tempérament. Non, mais c'est bien, j'ai pu dire. Alors, mon tempérament. C'est important. Je voudrais savoir pourquoi vous nous faites régulièrement des incidents de séance ou pas, comme avec Danny Cohn-Bendit l'autre jour. Est-ce que c'est tripal? Est-ce que c'est calculé? Ça vous dessert, non? Attends, on va juste rappeler quand même. Oui, Danny Cohn-Bendit a tutoyé Jean-Luc Mélenchon et vous lui avez demandé de le vous voyez. Ouais, parce qu'il me disait Jean-Luc, comme si on était copains. Bon, chaque fois qu'il intervient quelque part, il dit pique-pente que moi, avec un vocabulaire qui est quand même bien chargé. Un coup, je suis un con. Le coup d'après, je suis un germanophobe. Aussi, je pense, bon, donc je n'aime pas. J'aime pas cette ambiance que donnent les plateaux. Alors on est censé être tous à tu et à toi. Et chaque fois que j'ai fait un effort pour être aimable, mes amis me l'ont ensuite beaucoup reproché en me disant tu n'es pas. C'est volontaire ou c'est pas volontaire? Ce que j'appelle vos coups de sang. C'est volontaire ou pas volontaire? C'est de la stratégie ou pas? Vous avez la colère sur commande ou c'est éruptif et incontrôlable? Les deux. Mais vous êtes tellement caractéristique d'un milieu social. Vous ne vous rendez pas compte que d'abord on peut être comme je suis sans être un énergumène. C'est vous qui êtes des gens étranges, puisque quelle que soit l'horreur d'une situation, vous êtes toujours aussi impavide. Un léger sourire à la figure. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis comme je suis et je trouve étrange qu'on m'interroge sur le sujet. Je suis comme je suis. Et bon, à des moments, je dis ce que je pense, à d'autres, je le cache avec ruse, à d'autres moments, j'exagère, mais parce que, quel est mon combat? C'est convaincre. Quand je sors, regardez bien, la classe moyenne, elle a pour elle sa culture et son intelligence. Elle a contre elle le fait qu'elle n'a aucune ambition sociale. Et par conséquent, elle n'a que des ambitions individuelles et elle trouve toujours exaspérant qu'on parle trop fort. Les décibels sont un problème pour elle. Parce qu'elle, chaque individu a réussi, dit, mais pourquoi vous vous fâchez? Vous n'avez pas besoin de crier pour expliquer vos idées. Bon. Et puis à l'inverse, dans tous les milieux populaires dont je viens, tenir tête est une vertu. Eh bien moi, je suis entre ces deux mondes, parce que ma culture, le travail que j'ai fait sur moi-même tout au long de ma vie, fait de moi un être cultivé. Bon, c'est comme ça. Et en même temps, je suis l'homme de ce milieu. Je ne peux pas m'enlever la colère que la vie m'inspire. Et l'insurrection que je ressens n'est pas feinte. Quand je sors de chez moi et qu'il y a des gens couchés par terre, je suis très en colère. Et je n'arrive pas à en finir avec cette colère. Elle me touche depuis que je suis gamin et que ma mère me montrait les pauvres gens malades dans la rue, couchés par terre. Bon, alors je vais pas me changer. Je dis, écoutez, je suis trop vieux maintenant. Il va falloir faire avec moi comme je suis. Disons que vous en jouez un peu, parce que moi je me souviens de votre livre précédent, qu'ils s'en aillent tous, et on a tous reçu la dédicace, et vous avec. Journaliste. On peut imaginer que vous avez un léger esprit de système vis-à-vis des journalistes. Non, là c'est un peu d'humour quand même. On l'a pris comme ça. Elle est très bonne, il faut dire. Bon, franchement, non, mais alors après ils m'ont ressorti ça, je sais pas combien de fois. Peut-être que j'aurais dû mettre des paroles plus confitées. Non, mais ça plaît toujours aux gens, les journalistes. Aimez-vous avec, parce que franchement, c'est ce que je pense. Donc, comme ça, vous le savez. Bon, écoutez, malheureusement, on ne peut dégager qu'à 14h. Hein. Vous avez encore 1h40 avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Et je tenais à vous dire sur la question de la colère, je suis moi aussi fils et petit-fils de pieds noirs, et que chez nous aussi, on parle très fort, et on est éruptif. Et c'est votre métier. J'ai grandi dans les cris aussi, et c'était un bonheur, c'était de la musique à mes oreilles.